Bon, les amis, il y a des moments dans la vie où il faut se lancer. Ça fait 15 minutes que je tergiverse devant mon micro, devant le bouton enregistrer, et ça y est, on est dans les premières secondes de ce podcast Jus de cerveau. Je suis super content de vous accueillir. Pourquoi est-ce que je lance ce format aujourd'hui? Parce que j'ai envie de me lancer un challenge. J'ai envie de me lancer un challenge, de vous proposer quelque chose d'encore plus authentique, et quelque chose qui soit vraiment le déploiement libre de ma pensée. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de vous partager chaque semaine une sorte de journal de bord où je vous partage des nouveautés sur mon aventure entrepreneuriale et des apprentissages sur des choses intéressantes que j'ai pu croiser pendant la semaine. Donc ça va être un format qui va être très simple, très peu de montage, voire pas du tout, quelque chose de très libre, parce que non seulement je veux que ce soit simple pour moi, et je veux que ce soit fluide pour vous. C'est-à-dire que je veux vous faire passer des messages comme je les ferais passer lors d'une discussion avec un pote ou lors d'une session de coaching avec un client. Et en plus, aujourd'hui dans mes contenus, j'écris principalement sur LinkedIn et ma newsletter hebdomadaire, et j'ai envie de développer mes compétences à l'oral, sachant que ces derniers temps, j'avais fait un podcast en novembre dernier et j'ai fait une conférence il y a quelques semaines. Et j'ai remarqué que l'oral était un format que j'appréciais. Que je prenais plaisir à animer et qui avait des répercussions assez intéressantes en termes de retour des gens qui m'écoutent. Donc je me dis pourquoi pas creuser la piste. Non seulement ça étend un petit peu ma zone de confort, et ça peut vous apporter de la valeur différemment de la manière dont j'ai l'habitude de faire en général. Donc ce podcast, l'objectif, ça va être de documenter en public mon aventure entrepreneuriale. Parce que oui, je fais des contenus donc sur le TDAH, sur le trouble de l'attention, un trouble dont j'ai été moi-même diagnostiqué il y a près d'un an et demi. Mais je suis aussi en train de développer un business d'accompagnement. Un business d'accompagnement où j'aide d'autres personnes qui ont un TDAH à mieux s'organiser pour pouvoir avancer sur leurs projets. Donc le but, ça va être de vous partager mes questionnements, vous montrer les coulisses, vous documenter l'avancée du projet, mais aussi de vous partager mes apprentissages, mes échecs, ce que j'en tire, ce que je veux faire par la suite. Donc c'est vraiment un exercice à la fois personnel et à la fois de partage avec vous. Quand je parle de l'avancée de mon projet, j'ai aussi un objectif de chiffre d'affaires qui, je pense que ça peut être intéressant de le traquer ensemble. Moi, je me dis que dans un premier temps, on peut se mettre en route vers les 500 000 euros de chiffre d'affaires. Combien de temps ça va prendre pour y arriver? J'en ai aucune idée. Est-ce que ça va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc écoutez-moi chaque semaine et vous saurez à l'arrivée ce qui se passe. Dans tous les cas, je pense que chaque mois, je ferai un bilan au niveau de mon chiffre d'affaires pour aussi vous montrer ces coulisses-là, pour lever un petit peu le tabou de l'argent et vous montrer les résultats qu'on peut obtenir quand on lance un business comme le mien, en vous détaillant un petit peu les rouages de tout ça. Et donc à la fin de cet épisode, je vous ferai également un petit topo sur mon chiffre d'affaires des 2 premiers mois de 2024 pour janvier et février. Je vais en profiter pour mettre un chronomètre sur mon téléphone parce que j'ai pas envie de vous assommer. C'est un format qui peut très vite devenir long. On va essayer de faire quelque chose entre 30 et 40 minutes aujourd'hui. Et donc je vais me traquer. En gros, la trame de ce podcast, ça va être une partie sur les actualités de ma boîte, et ensuite quelques idées, quelques apprentissages que j'ai croisés pendant la semaine, que je vais appeler des gorgées. Le podcast s'appelle Jus de cerveau, et à chaque épisode, vous aurez quelques gorgées de mon jus de cerveau. Combien, je ne sais pas, ça dépendra du temps, ça dépendra de mon inspiration, ça dépendra de mes digressions. Mais en tout cas, c'est ça qui vous attend. Sans plus attendre, je vais me présenter rapidement. Donc moi, c'est Michael Nardi sur LinkedIn. J'ai 27 ans, 28 ans dans peu de temps.
J'ai un parcours qui est assez classique jusqu'au bac et un petit peu moins linéaire après. Après un bac ES, je devais me prédestiner à une prépa, une école de commerce, assez classique. Chose à laquelle j'ai dit non. Je me suis très vite réorienté dans plein de domaines. Après la prépa, j'ai tenté le droit. Puis j'ai fait une double licence de philosophie et de psychologie pour ensuite me réorienter en médecine et tenter la première année, 2 années de suite, que je n'ai pas réussi, pour ensuite basculer vers un master de philo, parce que le master de psychologie ne voulait pas de moi. Et c'est pendant mon master de philosophie que j'ai lancé ma première boîte, donc en tant qu'étudiant entrepreneur, qui était une agence de communication digitale, euh, début 2021. Et ça a été la première expérience entrepreneuriale que j'ai pu avoir et qui m'a mené là où j'en suis aujourd'hui, 3 ans plus tard, avec beaucoup d'échecs, de larmes, mais aussi de réussites et surtout d'apprentissage. Et ça c'est intéressant parce que j'en parle aujourd'hui dans la newsletter qui sort en même temps que ce podcast. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Vous aurez tout ce qu'il faut de toute façon en description de l'épisode pour aller plus loin après. Moi aujourd'hui, mon entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est un format qui est très simple. C'est un solo business, comme on dit, donc du soloprenariat. Je suis tout seul aux commandes. C'est la première année d'exercice, donc je suis en micro-entreprise. Je vends de l'accompagnement qu'on appelle high ticket, donc de l'accompagnement avec un pack de sessions de coaching à un prix. Aujourd'hui, mon accompagnement type, il est à 2 900 €. Et je travaille donc seul avec quelques freelances en cas de besoin, mais c'est vraiment ma petite affaire tranquille que je fais tourner à ma manière, sans me prendre la tête et à mon rythme. Moi, dans ma stratégie, la création de contenu, elle a une énorme place. C'est-à-dire que dès le début, j'ai commencé à publier sur LinkedIn, j'ai publié ma newsletter, aujourd'hui il y a ce podcast qui arrive. La stratégie de contenu, c'est important pour moi parce que c'est non seulement une manière de partager mon aventure, c'est une manière de me faire connaître, et c'est aussi mon levier de croissance principal en tant qu'entreprise. Parce que les contenus que je crée, c'est ça qui m'apporte de la visibilité, de la crédibilité, et ensuite des leads, des gens qui veulent travailler avec moi, des prospects qui potentiellement se transforment en clients. Donc ces dernières semaines, j'ai eu pas mal de questionnements par rapport à ma stratégie de contenu, parce que c'est dur de créer du contenu et je réfléchis constamment à comment je peux avoir plus d'impact tout en conservant l'effort que je fais actuellement pour produire. Donc aujourd'hui, je fais environ 3 posts LinkedIn par semaine et une newsletter. Je rajoute ce podcast qui va me permettre de partager mes pensées différemment, peut-être d'avoir des idées différentes aussi, d'avoir de l'inspiration qui vient en parlant. C'est une bonne stratégie aussi. Et donc, pour la suite, il va y avoir cette brique audio qui va se rajouter à ce que je fais actuellement et qui, je pense, en tout cas vous me ferez des retours, peut-être assez intéressante. Dans tous les cas, c'est le premier épisode. En général, la première fois dans tout, c'est rarement glorieux. Je pense que c'est un épisode dont on se moquera allègrement dans 6 mois, 1 an en le réécoutant. Mais il faut bien commencer quelque part. Et si je commence à écouter mon perfectionnisme, on n'est pas sorti d'affaire. Je pense que après ce petit topo introductif, on peut passer aux gorgées que j'ai à vous partager. Je regarde un petit peu combien de temps ça fait. Bien sûr, j'utilise un outil qui ne me donne pas la durée, qui me donne des mesures, comme dans la musique. Ça, c'est assez intéressant. Heureusement que j'ai mis le chrono à côté, je pense qu'on doit être à 10 minutes déjà. Donc, on va entamer tout de suite les gorgées ensemble. Et moi, la première gorgée dont j'aimerais vous parler, c'est sur le rôle du coach. Alors aujourd'hui, il y a une vraie effervescence autour du concept de coaching. Tout le monde est coach, tout le monde tape sur les coachs, tout le monde veut devenir coach. Mais qu'est-ce que c'est vraiment être coach ? La définition la plus simple, c'est coach certifié.
On passe par un organisme de formation, on coche les cases, on devient coach avec les méthodes de coaching internationales, et ça y est, on a l'étiquette, on a le sceau d'approbation, on est coach. Sauf que je trouve que c'est une définition un petit peu restrictive du métier, parce que, par exemple, mon coach sportif, je pense pas qu'il a passé la certification de coach. Pourtant, on dit qu'il est coach, et personne ne lui reproche. Donc je pense qu'on peut se permettre d'avoir une définition un petit peu plus élargie du métier de coach, en tout cas dans la mesure où c'est pas encore réglementé légalement, disons. Pas comme par exemple le titre de psychothérapeute qui lui est protégé par le Master 2 de psycho. Moi aujourd'hui, la manière la plus simple que j'ai de me décrire, c'est coach. Et je réfléchis beaucoup à mon rôle en tant que coach avec mes clients. Qu'est-ce que je dois faire ? Quelle est ma posture ? Quelles sont les compétences que je dois développer ? Qu'est-ce qu'on est censé attendre de moi ? Moi aujourd'hui, je suis plutôt, on va dire, coach en productivité et je commence à m'orienter vers le côté aussi coaching business. Donc j'aide à mieux s'organiser et j'aide à développer un business d'accompagnement. Est-ce que mon rôle, c'est de dire aux gens quoi faire ? Est-ce que mon rôle, c'est d'empêcher de faire des erreurs ? Moi, je pense que mon rôle, quand j'accompagne un client, il est double. C'est de permettre à la personne que j'accompagne de faire des erreurs le plus vite possible. C'est de mettre en mouvement la personne, de la mettre en confiance, de lui dire « Viens avec moi, je vais t'aider, ça va bien se passer, on va dans tous les cas traverser des galères, mais je serai avec toi pour les traverser, je serai avec toi pour tirer les bonnes conclusions, et on va pouvoir avancer rapidement vers là où tu veux aller, qui est idéalement là où je suis moi-même aujourd'hui. » Et c'est ça aussi qui est important en tant que coach, c'est de prendre en compte sa subjectivité propre. C'est de prendre en compte le fait que moi, en tant que personne, j'utilise ma propre personne en tant qu'outil pour amener la personne quelque part. Et ça rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'importance de la stratégie de contenu. Parce que la stratégie de contenu permet de partager aux gens qui je suis, ce que je pense, ce en quoi je crois. C'est tous les mécanismes de marque personnelle, comme on dit, si vous êtes au courant de ces concepts-là. Et en fait, la marque personnelle, au-delà d'être un atout pour vendre, c'est aussi un atout pour inspirer. Et c'est ça qui fait que je ne peux pas non plus coacher n'importe qui frappe à ma porte. Je pense que ça, c'est un point qui pourrait être abordé à part entière, mais je pense que c'est pertinent de le creuser là. C'est que quand on travaille dans un business d'accompagnement comme le nôtre, la manière la plus stéréotypique de le penser, c'est sur un modèle à la séance, à la carte. Comme pourrait le faire un psy, comme pourrait le faire même un médecin, ou même comme le font certains coachs. Moi, je ne suis pas forcément convaincu de cette approche-là, pour plusieurs raisons. C'est que, premièrement, en termes de motivation, la personne sera beaucoup moins motivée à avancer vers son objectif en n'étant pas dans un processus structuré, guidé, avec un certain nombre de sessions pour arriver à un point B. C'est aussi une meilleure manière de vendre un pack de sessions. Enfin, vendre un pack de sessions, c'est une meilleure manière aussi de pricer plus cher la chose, parce qu'on vend un objectif, on vend une finalité concrète. Sauf que bien sûr qu'on ne peut pas proposer ça à tout le monde. Il y a toujours cette objection du « oui, mais je ne veux pas bloquer les gens dans un accompagnement, je veux qu'ils soient libres ». Mais en fait, c'est tout l'enjeu en amont. Et c'est tout cet enjeu de marque personnelle, de conscience de soi, de conscience de ses forces et de ses faiblesses. Parce que avant de vendre un accompagnement, par exemple, comme le mien, il faut passer par plusieurs filtres. Il faut passer par le filtre du message qu'on m'envoie. Il faut passer par le filtre de l'appel de découverte, pour que j'apprenne à connaître en 30 minutes les enjeux de la personne, d'où elle vient, où est-ce qu'elle veut aller,
et que moi je sente est-ce que je suis en mesure de l'aider, est-ce que je suis la bonne personne, est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose d'autre avant. Et ensuite un deuxième appel de closing, comme on dit, où là, si la personne, je suis en mesure de l'aider, que je sens intuitivement que j'ai envie de l'aider, que je sens qu'il y a quelque chose à faire d'intéressant, qu'il peut y avoir des résultats à la clé qui peuvent valoir le coup, dans ce cas-là, on va faire en sorte de motiver la personne à investir dans l'accompagnement, de s'engager avec moi et moi de s'engager avec elle, de m'engager avec elle, pardon, pour se lancer dans cet accompagnement. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un vrai processus. Et ça, je pense que c'est une approche de l'accompagnement qui est vraiment sous-cotée, alors de moins en moins chez les coachs, mais en tout cas aujourd'hui je vois dans le milieu de la psychothérapie que c'est pas du tout une approche qui est développée, alors que ça pourrait à la fois permettre aux thérapeutes de mieux gagner leur vie, ça permettrait aux clients d'être davantage motivés au changement, et ça permettrait aux thérapeutes de se différencier des autres en utilisant leur histoire, leur vécu, leur challenge, la manière dont ils les ont résolus, au service d'une typologie de clients bien spécifique. Donc moi je vois le coaching comme quelque chose de très large en fait. Je vois quelque chose comme une manière d'être dans la relation d'aide. C'est une manière d'aider les gens à avancer. Pas seulement résoudre des problèmes, mais à avancer, à construire quelque chose, à aller quelque part. Et en fait, ça rejoint un concept que moi, que j'aime bien et qui est en même temps très galvaudé. On met un peu de tout derrière. Des fois, il y a un petit peu même de l'effet, Barnum, en mode. Vous allez comprendre quand je vais parler du concept. En fait, c'est le concept de potentiel. C'est-à-dire que le but, c'est de faire révéler le potentiel de la personne. Et quand on rencontre des difficultés, le but, c'est pas seulement de retourner à l'état normal. Le but, c'est d'aller plus loin. En tant qu'être humain, on est porté à aller plus loin que juste la norme, que juste un état de satisfaction plutôt stable. Et je pense que ça, c'est très important en tant que coach d'avoir ça en tête. Et moi, mon but, c'est de repérer le potentiel des personnes qui prennent contact avec moi et de leur dire, ok, on va faire des choses ensemble et ça va t'aider à en faire une réalité parce que ça passe par l'action. Et ça rejoint ma deuxième gorgée. Première gorgée donc sur le rôle du coach, qui est à mon sens de révéler le potentiel. Et la gorgée numéro 2 que je veux vous partager aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas être haut potentiel. Alors vous connaissez sûrement le concept de haut potentiel intellectuel notamment, qui est un petit peu une catégorie, c'est pas une catégorie diagnostique parce que c'est pas un trouble, mais c'est une manière de classifier en psychologie des personnes en fonction d'un indicateur qui est leur QI, le quotient intellectuel. En gros, c'est plus de 130 au potentiel, moins de 130, pas au potentiel, ou au potentiel hétérogène, etc. Et on rentre dans des considérations qui, moi, me dépassent et qui, en fait, me satisfont pas. Pourquoi ? Parce que moi, techniquement, je fais plus ou moins partie de cette catégorie au potentiel. Et encore, j'ai des doutes parce que je comprends pas très bien le bilan, en fait, qu'on m'a fait, et le chiffre qu'il y a dedans. Mais moi, je trouve que le terme lui-même de haut potentiel, il n'est pas satisfaisant. Parce que on dit, ok, t'es haut potentiel. Ok, sauf que le potentiel, le concept même de potentiel, on est d'accord que c'est quelque chose qui est censé se révéler. C'est quelque chose qui n'est pas encore réel, c'est quelque chose qui n'est pas encore là. Et en fait, le potentiel, il peut prendre n'importe quelle forme. C'est le principe du potentiel, en fait. C'est potentiellement, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et ça crée, en fait, aussi tous ces profils multipotentiels, etc., indécis, incapables de prendre une décision, parce que, justement, on a plein d'options face à nous. Sauf que, pour moi, c'est prendre le problème par le mauvais angle. Prendre le problème par le mauvais trou. Je pense que le haut potentiel, c'est une notion qui pose beaucoup de problèmes parce que les mots sont pas forcément bien choisis. Et aujourd'hui, je suis en train de lire un livre en ce moment, cette semaine, où
on parle de phylocognition. Alors là, je vais en trigger pas mal d'entre vous, je pense, parce que c'est un concept qui est assez critiqué dans le milieu scientifique, dans le milieu des psychologues notamment des personnes proches qui m'en ont parlé. Donc je me suis dit, ok, je vais me faire ma propre idée, je vais aller jeter un coup d'œil à cette histoire. Et en fait, je trouve l'approche assez intéressante. Parce qu'en fait, au lieu de parler de haut potentiel, ou de surdoué, ou de zèbre, ou de tous ces termes-là, l'auteur parle de phylocognition pour dire qu'en fait, c'est une tendance à trop penser, à avoir une vie intellectuelle, à avoir une imagination très très développée, et du coup d'être bloqué dans ses pensées, et d'être incapable de passer à l'action. Et ça, je trouve que c'est un concept qui est assez intéressant, parce que ça montre que c'est pas une question de potentiel, c'est une question de est-ce que tes pensées te bloquent dans le passage à l'action, sachant que seul le passage à l'action va te permettre de te développer, de progresser, de grandir, d'apprendre, de faire des erreurs, et de pouvoir avoir quelque chose à raconter derrière, et pourquoi pas d'aider des personnes à elles aussi pouvoir avancer. Euh, je pense que il y a une tension entre essayer de comprendre les choses, de théoriser les choses, et le fait d'expérimenter les choses, d'être dans l'action. Et c'est un petit peu l'opposition entre la science et les histoires, on peut dire. C'est-à-dire que le haut potentiel, on essaye d'en faire une catégorie scientifique, universelle, mesurable, fiable, etc. Mais en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quelle histoire on raconte aux gens pour que ça les inspire à se mettre en mouvement, à créer des choses, à reprendre le contrôle sur leur environnement, à s'adapter plus efficacement à leur contexte. Et je pense qu'il y a une fausse distinction entre objectivité et subjectivité. Et je pense que c'est un biais, par exemple, dans lequel on peut tomber quand on essaye d'avoir une pratique qui est trop fondée sur la science, en fait. C'est que la science, c'est pas la finalité. La science est censée soutenir un discours. Elle est censée donner de la matière, donner de la texture, en fait, à une histoire qu'on raconte. Moi, c'est ce que je fais dans mes contenus, par exemple. J'écris pas des papiers scientifiques. J'écris des histoires qui inspirent à se mettre en mouvement. Et j'utilise la science pour soutenir mon propos, parce que la science dit énormément de choses vraies, de choses justes, et c'est une manière géniale de comprendre le monde. Mais ce n'est pas la finalité. Quand on fait un métier comme le nôtre, en tout cas comme le mien, et sûrement comme le vôtre si vous vous intéressez à ce podcast, c'est d'aider les gens à révéler leur potentiel. Mais le potentiel, il n'est pas corrélé à un QI. Il n'est pas corrélé à un niveau intellectuel. Le potentiel d'un universitaire qui étudie la physique, qui peut révolutionner la physique quantique, il est tout aussi intéressant, il a tout autant de valeur que le potentiel d'un cuisinier qui peut créer le meilleur pâté en croûte de France. Et les conséquences sont différentes, mais elles ont tout autant de valeur. Avec la révolution en physique, on va pouvoir faire du progrès humain, du progrès technologique, et avec le pâté en croûte, on va pouvoir faire vivre une émotion, pouvoir faire vivre une expérience gustative, une expérience sensorielle, qui est aussi très puissante. Je parle de pâté en croûte parce que ça fait longtemps que je suis pas allé à Paris, et j'ai mon traiteur préféré, Maison Véro, rue de Bretagne, qui crée des plats, c'est à pleurer. C'est à pleurer tellement c'est bon. Et est-ce que le charcutier qui crée ce pâté en croûte, il a moins de valeur que le président de la République parce qu'il y aurait une différence de QI? Absolument pas. Il faut aider les personnes, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur personnalité, quelles que soient leurs appétences, à se développer du mieux possible euh, et de pouvoir vivre de ce qu'elles aiment. Et je pense que ça, c'est possible
pour tout le monde. Tout le monde peut trouver sa niche. Tout le monde peut trouver une manière de vivre de façon épanouie euh, sur, euh, sur ces 3 piliers, en fait. De création, d'accompagnement et d'entrepreneuriat. Sur le versant des idées, sur le versant de l'utilité et sur le versant économique. Parce qu'on ne paye pas son loyer avec des cailloux. C'est une composante à part entière de la vie. C'est pas la finalité absolue, mais ça fait partie des choses qu'il faut aussi savoir résoudre. Ça, c'est un point que je pourrais aussi développer ultérieurement, donc n'hésitez pas à venir me dire par mail ou sur LinkedIn si vous avez des questions, si vous avez des points que vous voulez que je creuse, si vous trouvez le format long, si vous le trouvez trop court, s'il y a des choses qui vont pas, c'est vraiment quelque chose qui va évoluer avec vous, avec vos retours. Donc c'est très important pour moi qu'il y ait cet échange. En tout cas, je suis en train de regarder le chrono, je suis à 22 minutes, et je pense qu'on doit être à peu près à presque 30 minutes ensemble, déjà. Donc, je vais clairement pas pouvoir vous parler de tout ce que j'ai prévu de vous parler aujourd'hui, ça c'est certain. Je suis en train de regarder un petit peu mes notes, mais je pense que pour un premier épisode, je pense même pas que ce sera un premier épisode, je pense que ce sera plus une sorte de prologue. Ça va faire l'affaire. Je vais pas vous assommer plus que ça. Si vous êtes resté jusque-là, si t'es resté jusque-là, ben déjà vraiment merci. Merci, ça me fait super plaisir. J'espère que je t'ai apporté des billes de réflexion intéressantes, que je t'ai fait réfléchir, que tu vas aussi, toi aussi, avoir du jus de cerveau intéressant qui en sort. Et j'espère qu'il n'y a pas eu de bug. Je viens d'avoir une notification sur mon outil de recording. Bref, on va s'en arrêter là. Sauf que je n'oublie pas ma promesse. Les chiffres de janvier-février. En janvier, j'ai fait 10 365 € de chiffre d'affaires facturé. Enfin, encaissé, pardon. En février, 11 275. Donc, on est en croissance. Qu'est-ce qui va se passer en mars ? Est-ce qu'on va réussir à maintenir déjà au-dessus de la barre des 10 000 ? Est-ce qu'on va réussir à passer au-dessus de la barre des 11 000 ? Peut-être 12 000 ? Écoutez, je vais tout faire pour. En tout cas, c'était un plaisir de faire cet épisode. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous raconter tout ça. J'ai hâte de voir comment le podcast va évoluer. J'ai hâte d'avoir vos retours. Laissez-moi une note, laissez-moi un avis si ça vous a plu. Et puis si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Michael Nardi, Nardi, ou envoyez-moi un mail. De toute façon, je vous laisse tout en description. Je vous dis à la prochaine. Tchou!